Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle de l'expatriation. Alors comment ça se passe du côté des expatriés? On va en parler avec Alix Carnot, directrice générale l'Expat Communication. Elle est notre invitée. Le cercle RH, on va parler de la neurodiversité en entreprise et en particulier de la dyslexie. Deux invités, Marine Balançard, elle va sortir un livre le 7 mars prochain, Les super pouvoirs des dyslexiques en entreprise. Et puis Yenny Gors, auteur d'un livre aussi facile, elle est présidente de YN-Co et on fera le point justement sur cette notion de neurodiversité. Fenêtre sur l'emploi, la rémunération climat au sein des conseils d'administration et des CEO. C'est intéressant, on en parlera avec Monica de Virgilis, elle est présidente de Chapter Zero France. Et oui, la rémunération peut varier en fonction de l'implication du CEO sur les sujets climat. On fera le point sur ce sujet à la fin de notre émission. Mais tout de suite, c'est bien dans son job. Les expatriés, vous connaissez évidemment ce terme. J'ai fait de l'expat et on va en parler avec Alix Carnot. Bonjour Alix. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directrice générale d'Expat Communication. Et vous avez bien un baromètre qui permet d'avoir une photographie de la situation des expatriés, je dirais presque sociologique, et puis je dirais sur le plan du marché. D'abord, ce baromètre, il nous dit une chose, c'est qu'il y a un resserrement quand même des contrats d'expat et que de plus en plus, on prend du contrat local. Donc il y a moins d'expatriés, ça vous le confirmez? Je ne le dirais pas comme ça. On a de plus en plus de contrats locaux, ce qui fait qu'au final, la part de ceux qui sont en contrat d'expatriation dans le total diminue. Mais c'est parce que la part totale diminue. Les contrats d'expat d'entreprise, ils ont diminué depuis les années 90, ils se tassent. Il y a évidemment une grosse baisse avec le Covid. Et pour l'instant, ça reprend pas mal. Je précise, Alix, quand vous dites les contrats locaux, c'est-à-dire que ce n'est pas les contrats d'expat où on emmenait la famille, l'école était payée, tout était payé, et payé avec le salaire français de Total, L'Oréal et j'en passe. Non, on vous dit vous allez partir au Mexique, mais en contrat local. Il y a un continuum. Il y a toujours. C'est plus fragile. Ah bien sûr, mais il y a toujours le contrat full expat avec tous les avantages dans les très grosses entreprises ou des plus petites. Et puis après, il y a des contrats où on se dit, bon bah là, soit c'est peut-être pas la peine de mettre un expat, soit, en fait, de plus en plus, c'est les gens qui veulent partir en expatriation. Pour plein de raisons, on pourra reparler. Mais si c'est eux qui veulent partir, pourquoi les accompagner comme quelqu'un à qui on leur est demandé ? Et puis il y en a, c'est pas très clair. C'est un peu, il aimerait bien partir, l'entreprise en a besoin aussi. Donc on va faire un système mixte, qu'on va appeler Local Plus, avec certains des avantages du contrat d'expat, mais pas tous. Donc voilà, il y a plein de types de contrats. Il y a plusieurs sujets soulevés dans le baromètre. Une inflation de la charge mentale. Et puis on parlera aussi des enjeux de scolarité et des enjeux écologiques, parce qu'il y a évidemment chaque pays a ses enjeux, on l'a vu dans la crise agricole. Mais d'abord, la charge mentale, c'est quoi? Comment elle se manifeste? Alors, la charge mentale, on a regardé au départ, parce qu'on travaille beaucoup sur les écarts de perception entre les hommes et les femmes en expatriation. Quand on parle femmes au boulot, femmes, machin, on a souvent tendance à regarder la charge mentale. Donc on se dit, on va regarder ce que ça donne. Et bien, surprise, ceux qui ont la plus grosse charge mentale en expatriation, c'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de collaborateur ou de conjoint. Tout le monde a une charge mentale qui augmente en expatriation. Ouais. C'est normal. Ouais, si vous êtes à cheval sur deux pays, la complexité augmente. L'intégration, l'arrivée. Les papiers. Donc même ceux qui partent à la retraite en expat disent ma charge mentale a augmenté alors qu'ils sont retraités, mais parce qu'il y a un niveau de complexité qui est élevé. Jusqu'ici, c'est logique. Mais ceux pour qui la charge mentale est vraiment la plus forte, et on est 2 points au-dessus des autres sur une échelle de 1 à 10, donc c'est beaucoup, c'est ceux qui sont les collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une charge mentale liée au job qui est puissante. Un expat, on parlait de contrat local ou contrat d'expat, ça coûte cher. Donc il faut qu'il ait des résultats. Il faut qu'il soit performant dès le premier jour. Parce qu'il sait tout de suite qu'il coûte cher, lui. Hein. Exactement, et on le lui rappelle souvent, ou de toute façon, c'est des gens impliqués, ils le savent d'eux-mêmes. Sauf qu'ils arrivent dans un environnement où ils comprennent rien. Enfin, souvent, ils ne comprennent pas la langue, c'est complexe, c'est loin de chez eux. Donc c'est un choc. Ils sont attendus, ils sont l'œil de Moscou. Et en même temps, il y a une obligation à performer rapidement. Évidemment. Ça, c'est au boulot. Mais à la maison, ils sont celui ou celle pour qui la famille est partie. Et donc là aussi... Le coupable.
quand ça se passe mal, c'est le coupable. Ah, tu nous as fait partir à l'autre bout du monde pour ce truc. Généralement, ils ont des familles qui sont bien, qui leur disent pas ça. Je veux dire, eux-mêmes se le mettent. Bah oui. On en voit, et c'est Robocop, vous savez, ils ont les épaules qui remontent jusqu'aux épaules. Il y a tellement de stress qu'ils en peuvent. C'est tellement ça. Donc c'est un point de vigilance. Le paradoxe de la scolarité, des enjeux écologiques. Alors la scolarité, ça c'est un point qu'on traite à chaque fois qu'on parle d'expat, mais vous évoquez la culpabilité de celui qui a embarqué toute la famille, mais il faut que ça suive derrière, il faut que l'école elle soit au niveau. Ça c'est un enjeu, ça. Ça c'est un enjeu. Alors, déjà on a un petit écart de perception qui est rigolo, c'est que selon les pères, ça va beaucoup mieux que selon les mères. On a quand même. La maman est plus inquiète sur la qualité de l'école ? Elle est soit, je ne sais pas très bien si elle est plus exigeante, si elle est plus impliquée, c'est possible aussi. Possible. Ou si elle n'a pas la même façon de dire ce qui est positif ou pas. Tout le monde, évidemment, veut la meilleure école pour ses enfants, ça c'est le postulat de base. Est-ce qu'on choisit l'école locale, l'école française ou l'école internationale ? Il y a les 3 systèmes en expat. Au choix du collaborateur ou c'est l'entreprise ? Parce qu'il y a des coûts quand même derrière tout ça. Hein. Il y a d'abord un enjeu de disponibilité. Si vous êtes dans une petite ville, il n'y a peut-être pas d'école française. C'est vrai. Ou du même d'école internationale. Après, il y a un enjeu financier. L'école française, ça coûte entre 10 000 euros par an minimum et ça va jusqu'à 30 dans certaines destinations. Donc, est-ce qu'il y a prise en charge par l'entreprise ou pas ? Est-ce qu'on est un local plus, en contrat d'expat, ou un pur local où on se débrouille. Maintenant, il peut y avoir des bourses. Ça bloque certainement, parce qu'en fait, dans l'école locale, il faut parler la langue du pays. Donc, c'est très compliqué pour l'enfant. Oui, et l'idée que les enfants sont des éponges, moi j'ai été expat avec 4 enfants, ils ne sont pas tous, je crois que vous allez parler neurodiversité après, ils ne sont pas tous pareils les enfants, et l'idée de, allez mon chéri, tu vas apprendre très vite. Tu vas parler japonais dans 15 jours, ils n'y arrivent pas tous, loin de là. Et puis ça dépend si on est là pour 10 ans, auquel cas ça vaut le coup. Ou 3 ans. Ou si on déménage tous les 2-3 ans, quelqu'un ne peut pas imposer ça aux enfants. Ce qui est sûr, c'est qu'après, en termes de satisfaction, il y a un écart entre le groupe école internationale, école française, avec des bons résultats de satisfaction, clairement, et l'école locale où c'est un peu moins bon. Merci Alix Carnot. On peut le voir où ce baromètre sur votre site Expat Vous pouvez Communication. Le voir sur le site expatcommunication.com dans la rubrique baromètre. Baromètre, photographie de la situation de l'expatriation avec l'augmentation, c'est ce qui ressort, des contrats locaux. On est bien d'accord. Absolument. Je l'ai bien dit là. Tout à fait. Bravo. Merci Alix Carnot, directrice générale d'Expat Communication. Merci de nous avoir rendu visite. Directrice associée. Directrice associée. C'est aussi bien. Mais c'est presque ça. C'est mieux, ça veut dire qu'on dirige à 2. Et bien. Vous dirigez donc fondatrice. Même pas, repreneuse. Repreneuse. On saura tout. Merci Alix d'être venue nous rendre visite. Justement, on s'intéresse, et vous nous avez fait le lancement d'ailleurs de notre débat, à la dyslexie, à la neurodiversité. Qu'est-ce que c'est exactement ? On en parle avec nos invités, 2 experts de ce sujet. Le cercle RH et le débat de Smart Job pour parler de la neurodiversité, de la dyslexie, qui est une des familles de la neurodiversité. La dyslexie, je le dis, j'utilise ce mot exprès parce qu'il y a eu un débat, même une polémique autour du ministre des Affaires étrangères qui, suite à des fautes d'orthographe, a avoué, déclaré être dyslexique. Une forte dyslexie, a-t-il expliqué. Et ce qui a ouvert un débat, une réflexion autour de la place de ces personnes victimes de ce trouble en entreprise, de leur intégration ou pas, de leurs difficultés à trouver leur place au sein d'une entreprise. On en parle avec Marine Balançard. Bonjour Marine. Bonjour Arnaud. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Directrice générale d'Ariséal, qui est une structure de formation, si je ne m'abuse. Et de conseil. Et de conseil. Et vous êtes auteur d'un livre qui va sortir le 7 mars prochain. Donc c'est un livre qui est au cœur de l'actualité. Les super pouvoirs des dyslexiques en entreprise, sorti chez Erol, avec un co-auteur dyslexique. Vous avez vraiment écrit ce livre à 4 mains. Et ça vous a enrichi, j'imagine, mutuellement ? Oui, ça nous a mis en difficulté chacun, mais pour finalement de la performance. Et c'est ce qu'on voudrait dire à travers ce livre. Donc ces témoignages et regards croisés autour de ce sujet. Et puis Yenny Gors, qui est déjà venue sur notre plateau. Bonjour Yenny, présidente de Y&Co, auteur de Facile, qui est sorti chez Télémac. Alors vous êtes aussi très intégrée dans la structure créée par l'ancien directeur général d'Andros, Vivre et Travailler Autrement, qui milite et organise véritablement des sessions d'accompagnement des personnes en situation d'autisme pour les intégrer dans l'entreprise. Vous-même, vous êtes atteinte d'une forme de neurodiversité. Vous appartenez à la grande famille des personnes atteintes de troubles neurodivers. Merci d'être là. Marine Balançard, là, pourquoi vous avez choisi de vous atteler à ce sujet? Pourquoi vous vous êtes dit c'est important d'en parler? Pourquoi c'est un peu l'angle mort, et pour ne pas dire le tabou, ce sujet? Alors,
Pourquoi? Il y a 2 raisons. D'abord, je m'intéresse beaucoup à la prise de décision et à la performance dans la prise de décision. Et moins le collectif qui prend une décision est diversifié et plus la décision est pauvre. Ce qui interroge d'ailleurs sur les conseils d'administration, les COBEX, les CODIR, dans lesquels tous les participants ont le même diplôme, se comprennent à demi-mot. Et cette absence de diversité crée une certaine pauvreté. On pense pareil, on décide pareil. Voilà, on se comprend sans même se parler. Et donc, on est dans des habitudes de décision, une façon identique de voir le monde. Et puis la deuxième chose, c'est que j'étais assez touchée par le fait que les dyslexiques ne disent pas, ne parlent pas de ce trouble qu'ils subissent, qu'ils supportent. Et le dernier en date, c'est Stéphane Séjourné. 6 à 8% des Français, dites-vous, ce sont les études qui disent que 6 à 8% des Français, on ne sait pas trop. Oui, on s'aperçoit que c'est sans doute 1 sur 10 qui est concerné par ce trouble, et ça peut monter à 15% dans certains pays. En fait, la mesure n'est pas très claire. Mais en gros, on peut dire que 20% des Français sont concernés par la neurodiversité. Voilà. Et puis, l'autre chose, c'est que en entreprise, on a besoin de personnes qui soient authentiques et qui révèlent leur part de leur authenticité. Marine, juste un mot, je vais donner la parole à Yenny, mais la dyslexie, en termes concrets, pour qu'on comprenne ce que c'est un problème lorsqu'on écrit, puisque, si j'ai bien compris, l'oralité, ça ne pose pas de problème. La difficulté, c'est lorsqu'on va devoir commencer à rédiger. On va quoi ? On va rattacher les mots entre eux, on va avoir des difficultés sur l'orthographe, tout bêtement, c'est ça les sujets ? C'est un trouble. En fait, les dyslexiques n'ont pas la mémoire des mots, ils le redécouvrent chaque jour. Donc c'est vraiment un enfer dans la lecture, dans le décodage de l'écrit, mais ça touche aussi l'oral, puisque en fait, ils peuvent prendre des mots pour d'autres, où ils peuvent inventer des mots sans s'en rendre compte. En fait, on les comprend, on se comprend. Mais et en entreprise, ce qui est très difficile pour eux, par exemple, la situation la pire, ce serait qu'on leur dise de but en blanc, lis-moi ce slide ou lis-moi ce rapport, parce que en fait, comme les mots sont chaque fois une redécouverte, ils déchiffrent. Ils déchiffrent et ils annonnent exactement comme quand Stéphane Séjourné a lu la liste du gouvernement, je ne sais plus quand c'était, où il annonnait, on avait l'impression qu'il découvrait chaque mot, chaque prénom. Et c'est exactement typique des personnes dyslexiques. Donc ça n'est pas que l'écrit. La place des personnes atteintes de ces troubles, la neurodiversité, c'est comme ça qu'on l'a baptisé, dans lequel il y a pas mal de troubles rangés. Comment on prend sa place ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que, parce que vous travaillez à leur intégration et à leur insertion au sein de l'entreprise, c'est compliqué quand un recruteur, j'ai animé un colloque il n'y a pas très longtemps où la personne était bègue. Et en fait, les gens n'osaient pas lui dire qu'ils ne le recrutaient pas parce qu'il était bègue. Et en fait, ils savaient très bien qu'il n'a pas été... Comment ça se passe, ça ? Ah oui, bien sûr, c'est compliqué et il y a encore beaucoup de travail à faire parce que lorsqu'on parle de... Alors, moi, je pense aussi qu'il faut faire attention aux termes et puis à ce que l'on y met derrière. D'ailleurs, pour moi, je préfère parler de neuroatypie que de neurodiversité parce que justement, on est tous différents et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, c'est important de reconnaître que nous sommes tous différents avec des qualités, des défauts, etc. La neuroatypie, c'est vraiment des fonctionnements très particuliers qui nécessitent un accompagnement, qui nécessitent de répondre à des besoins spécifiques. Ce qui n'est pas forcément le cas de la dyslexie, c'est ce que vous voulez distinguer. C'est aussi de la même manière, non mais... Bien sûr. D'accord. Parce que c'est vraiment un fonctionnement atypique. Neuronal, hein, ça se passe dans le cerveau, on est bien d'accord. Tout à fait. Et donc, c'est important de le prendre en compte. Pour autant, je pense qu'il faut aussi savoir mesurer, parce que j'ai l'impression que avec toutes les histoires qu'il a pu y avoir et l'engouement qu'il y a pu y avoir sur justement la neurodiversité ou les hauts potentiels, etc. On mélange un peu tout en fait. On mélange un peu tout et puis ça peut desservir aussi parce que parfois on peut être discrédité. Aujourd'hui, on peut être discrédité si on dit qu'on est dyslexique ou qu'on est neuroatypique parce qu'il y a certains recruteurs qui disent ah bah oui c'est la mode aujourd'hui, tout le monde est... Comme les parents ont tous un enfant HPI. Exactement, c'est ça. Marine Balançard, votre co-auteur, comment la rencontre se fait ? Comment vous construisez cette histoire ? Et comment, je dirais, dans l'intimité, dans les coulisses de ce livre, chacun apporte à l'autre ? Qu'est-ce qu'il vous apporte et qu'est-ce que vous lui avez apporté ? Déjà, pour écrire avec un dyslexique, il a fallu le chercher.
Donc j'ai eu 4 ou 5 refus de personnes dyslexiques qui n'ont pas voulu. Vous avez fait du recrutement d'écrivains, en fait. Donc j'étais comme une entreprise qui voudrait de la neurodiversité. Et je vais les voir et ils me disent non. Pourquoi ? Pas. Parce que trop compliqué. Les mots MOTS sont les mots MAUX des dyslexiques. Donc ils ne vont pas s'engouffrer dans leurs points faibles. Et puis à force de recherche, j'ai fini par trouver une personne dyslexique qui a dit que c'était de l'ordre du écrire un livre, c'est un fantasme. C'est de l'ordre du fantasme. Ah oui. Donc ça m'a plu. L'inaccessible. Voilà. C'était inaccessible. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que, si vous voulez, moi je suis un peu comme le manager en entreprise qui se retrouve confronté à la dyslexie. Je ne connais pas bien. C'est très difficile. C'est difficile pour le non-dyslexique, enfin pour le neurotypique, et c'est très difficile pour la personne dyslexique, et donc ça demande un effort en entreprise pour pouvoir créer de la performance. Mais chacun doit quand même sortir son petit panneau en disant attention, je suis neurotypique ou je suis dyslexique, ne soyez pas surpris, parce que si on nous le dit, c'est beaucoup plus simple, sinon on prend une claque quand même. Enfin, c'est pas simple, non ? Tout à fait. Alors, c'est ça. Il faut mettre des mots dessus. C'est difficile parce que certains employeurs sont en difficulté et peuvent être en difficulté si les personnes ne veulent pas en parler. Oui. À un moment, et c'est pour ça que dans l'accompagnement que moi je propose aux entreprises aujourd'hui, c'est surtout d'instaurer des bases de confiance pour que le dialogue puisse naître et qu'il puisse y avoir vraiment un échange et se dire voilà, je me sens suffisamment en confiance pour vous en parler et pour vous expliquer du coup que j'ai des besoins auxquels vous allez devoir répondre. Mais si en fait cette conversation-là n'a pas lieu, forcément c'est compliqué. Après, mais c'est un mur en fait. Il y a un travail à faire aussi. Je pense que ne serait-ce que dans la préparation, avant d'être dans les phases d'entretien, certaines entreprises mettre l'accent sur, par exemple, les offres d'emploi pour justement essayer de donner confiance et de dire on accueille tout le monde ou de mettre un petit mot de façon à ce que les personnes qui sont sujettes à des situations de handicap ou dans la neurodiversité, neuroatypie, puissent se dire bon, je vais pouvoir en parler parce qu'a priori, ils sont en capacité de m'écouter, de me comprendre. Des prix Nobel, Thomas Legrand, journaliste, pour citer Jean-Louis Etienne, que j'ai rencontré il y a peu, je ne savais pas qu'il était Branson, Richard Branson, Spielberg, Ingvar Kamprad. Toutes ces personnes se sont revendiquées, ont un jour dit ou raconté dans leur vie. Mais il y a la dyspraxie aussi, la dyslexie, il y a beaucoup de termes comme ça que les gens ne maîtrisent pas. Et tous les troubles 10. C'est ça. Hein. C'est quoi la différence ? Dyspraxie, dyslexie. La dyspraxie, c'est plutôt physique sur les mains. D'accord. La dysphasie, trouver le bon mot. Mais moi, j'insisterais plutôt, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur qu'est-ce que ces personnes apportent à l'entreprise. Ce qu'elles n'ont pas, on le sait. C'est-à-dire une capacité à déchiffrer rapidement, très bien. Elles ne l'ont pas, on le sait. Ça, c'est la vision, je dirais, française de la dyslexie. Donc, on va travailler sur les points faibles. Et tout l'objet du livre sur les super pouvoirs des dyslexiques, c'est qu'est-ce que ces personnes apportent. En fait, les dyslexiques sont très entrepreneurs. C'est-à-dire Steve Jobs ou Richard Branson ont créé des entreprises et n'auraient jamais performé dans une entreprise classique parce que déjà, ils auraient envoyé un CV truffé de fautes. Et déjà, ils n'accèdent même pas à l'entretien d'embauche. Donc déjà. Mais ils fonctionnent même. On comprend que c'est l'écrit, on est parti de là, mais il y a aussi une manière de penser le monde différemment. Il y a une façon de percevoir le monde qui est très différente. Et dans un monde complexe auquel on fait face aujourd'hui, ce sont ces personnes qui vont pouvoir générer l'innovation, qui vont pouvoir donner les grandes tendances, qui vont pouvoir avoir une vision globale. À condition de leur faire confiance. Enfin, à condition de leur laisser l'espace d'expression. Voilà, c'est pas tellement de leur faire confiance, c'est de leur permettre d'avoir une sécurité psychologique où ils vont pouvoir faire fleurir leur talent. C'est-à-dire d'arrêter de leur demander de pondre des rapports de 20 pages quand on sait qu'ils ont du mal à écrire. Qui pourrait être une torture. Voilà. Et donc, je rappelle que les services secrets anglais emploient énormément de personnes dyslexiques. En fait, ils regardent leurs points positifs, leur façon de penser, et c'est eux qui protègent le territoire anglais. Ils sont recrutés massivement pour leur façon de penser. Yenny, c'est intéressant. La grosse problématique que l'on rencontre, pour moi, enfin à mon sens aujourd'hui, c'est le système français dans la prise en compte du handicap au sens très large. Au sens large, puisqu'en fait, on se limite encore et encore aujourd'hui à regarder ce que les personnes ne peuvent pas faire. C'est vrai. Ce en quoi, et tous les mots, incapacité, etc.,
etc. Et en Donc fait, c'est très dévalorisant. Forcément, parce qu'on se dit, elle ne peut pas ci, il ne peut pas là, et il a plus voilà. Et ça, c'est très compliqué. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait petit à petit réussir à changer. C'est vraiment se dire, peu importe. Moi, je dis souvent, je l'avais écrit aussi dans le livre, je pense qu'on est tous à un moment de notre vie, à plusieurs moments de notre vie, en situation de handicap. Moi, avant d'avoir ma RQTH, je l'ai été 1000 fois, parce qu'on a tous plusieurs casquettes, qu'on a une vie et qu'une vie s'est fait de plein de situations que l'on peut avoir du mal à gérer. Et donc, à partir du moment où on se dit, on est tous à un moment ou à un autre en situation de handicap, du coup, arrêtons de regarder ce qui nous pose problème à un instant T et regardons plutôt quelles sont les spécificités de chacun, les compétences de chacun, les valeurs de chacun. Et forcément, ce sera beaucoup plus pertinent et cohérent. Donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est pas qu'une anecdote, les services secrets, c'est cette manière de regarder, d'avoir un regard très différent, qui est un vrai scan qui peut aider les services, entrepreneurs. Est-ce qu'il faut que dans les CV, puisqu'on c'est un débat aussi à destination des RH, est-ce que dans les recrutements, il faut rajouter poste ouvert à la neurodiversité? Comment on peut envoyer des gages à ceux qui disent, mais je ne vais pas envoyer un CV, je vais me faire retoquer. Je pense qu'il y a quand même votre co-auteur, il fait quoi, par exemple, sans spoiler votre livre? Il travaille chez un concurrent de Bismart, qui commence par B aussi. Il est plutôt dans le commercial, donc sur quelque chose de très oral. Dans l'oral. Voilà. Mais les dyslexiques en entreprise sont souvent 3 ou 4 niveaux en dessous de ce qu'ils pourraient faire. Alors eux-mêmes s'autocensurent et n'osent pas, parce que dans tel job, on va me demander tellement d'écrits que je ne vais pas pouvoir répondre. Et donc, pour les entreprises, c'est un manque d'efficacité, de performance. En fait, ils ont des espèces de personnes qui sont debout sur les freins pour ne pas se faire voir. Sur LinkedIn, on peut spécifier qu'on a une pensée dyslexique. C'est Richard Branson qui a insisté pour que ce soit une compétence sous LinkedIn. Donc on peut cocher maintenant qu'on a une pensée dyslexique, c'est-à-dire plus globale, plus latérale, plus créative et innovante. Justement, pour en venir, l'émission se termine, mais vous dites attention, il ne faut pas tout mélanger, il y a les HPI. Moi, je peux très bien mettre sur mon onglet compétences, parce que je l'ai transformé il y a peu, je mets pensée dyslexique, mais qu'est-ce qu'il prouve? Comme je veux dire, tout est possible, hein. J'ai une pensée dyslexique, allez. Oui, justement, et je pense que c'est important aussi de faire attention à ça, parce que ce genre de situation, de troubles, ils doivent être diagnostiqués par des professionnels. Il y a des professionnels très bons qui existent, et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, en fait. C'est pas, pour moi, faire partie de la neuroatypie, c'est pas juste dire je suis beaucoup plus douée sur tous les sujets. C'est pas du tout le cas. Certaines personnes peuvent, ne voient surtout que les mauvais côtés. Et donc, ce n'est pas que ça non plus. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. En fait, c'est juste avoir un fonctionnement différent, qui parfois peut être handicapant, oui, mais en fait, même quand on a un fonctionnement atypique, on a une vie, on a une vraie vie, on n'est pas recroquevillé dans son coin. Non, et ça peut ne pas impacter tous les champs de notre vie. Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit, Antoine de Saint-Exupéry. Je voudrais signaler ce livre, vous viendrez nous en parler, Marine Balançard, auteur de Les super-pouvoirs des dyslexiques en entreprise et rôle, avec un co-auteur dont on connaîtra l'identité lorsque le livre sortira. Merci à vous, merci à Yanni Gors avec ce livre, vous l'avez appelé Facile chez Télémac, et vous êtes présidente de Y&Co, et vous accompagnez, vous faites de la pédagogie, en tout cas auprès des entreprises, sur la neurodiversité, l'autisme, et même sur le handicap d'ailleurs d'une manière beaucoup plus large. Merci à vous deux, mesdames. Merci. À très bientôt. Bon voyage. Et on termine notre émission évidemment avec Fenêtre sur l'emploi, et on accueille notre invité. Fenêtre sur l'emploi, la rémunération climat des CEO, des dirigeants d'entreprise. Alors, ces CEO ont des conseils d'administration qui supervisent, qui font des choix, qui orientent. Et c'est vrai que les conseils d'administration sont de plus en plus impliqués sur ces sujets climat. On en parle avec Monica De Virgilis. Bonjour Monica, vous êtes déjà venue nous parler sur ce plateau. J'ai mal prononcé.
L'année dernière. L'année dernière. Mais là, cette fois, c'est bon. Et bien voilà, je vous ai vu sourire. Présidente de Chapter Zero France, vous êtes membre du conseil d'administration d'Air Liquide et vous présidez un conseil d'administration en Italie, un pied en France, un pied en Italie. D'abord, un mot, il y a un baromètre que vous présentez. On a beaucoup avancé quand même sur les sujets climat au sein des conseils d'administration. C'est un sujet qui est au cœur des préoccupations des CA, ça vous le confirmez? Ah, complètement, oui. C'est un sujet stratégique, c'est un sujet de survie. Donc, ça occupe de la place au sein des conseils. Alors, votre préoccupation, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la rémunération du dirigeant? Est-ce qu'on doit indexer son salaire? Est-ce qu'un quart, un dixième, un vingtième de son salaire doit être calculé en fonction de ses résultats climat? C'est pas simple quand vous dites ça à un CEO. Il vous dit, attendez, comment on le calcule? Comment on le quantifie? Comment on fait? L'intérêt de d'indexer la rémunération variable, donc de court, de moyen ou de long terme. Quand on dit long terme dans la rémunération, c'est plutôt 3-4 ans, donc c'est pas vraiment du long terme. Et qu'on incorpore des phénomènes de long terme dans la rémunération, dans la fenêtre de tir d'un CEO qui n'est pas de long terme. Donc, elle ou il a des objectifs financiers sur l'année, sur le triannuel, mais là aussi des objectifs à long terme qui sont déclinés dans des milestones de 3 ans en 3 ans ou d'une année à une année. Donc c'est intéressant de le faire. Alors maintenant, c'est censé de le faire quand on est très sûr de ce qu'on indexe, sur quoi on indexe. C'était ma question. Est-ce que si les objectifs sont quantitatifs, s'ils sont mesurables, donc, si on a un système pour les mesurer, s'ils sont fiables, les mesures sont fiables, et s'ils sont ambitieux. Si tout ça est réalisé, et si on a aussi un objectif de mesure, une historique de mesure, alors là, il faut indexer. À quel niveau, avec quel poids, ça change, ça spécifique en fonction du secteur et en fonction du moment historique. L'Institut français des administrateurs et administratrices, IFA, ainsi que Ethic Board et Chapter Zero France, publient donc ce 3e baromètre des rémunérations consacrées aux objectifs climat dans la politique de rémunération. Qu'est-ce que ça dit? On en est où là concrètement? On avance très très bien au niveau du déploiement des objectifs et en particulier des objectifs quantitatifs. Plus de la moitié des sociétés du SBF 120 intègrent donc un objectif, comme je disais, mesurable. Donc ça, c'est très, très bien. Alors que le niveau d'opérationnalisation du plan climat et donc de la réalisation de ces objectifs est très hétérogène. Hétérogène, il y a une raison de fond, vient du fait que c'est les objectifs climat et les objectifs climat et les plans climat ont été volontaires jusqu'à présent. C'est la CSRD qui les ancre dans une forme d'obligatoriété d'un point de vue de la disclosure. Donc, on a des sociétés qui sont très avancées et d'autres moins. Et même les sociétés qui ont donc un plan climat, c'est souvent pas opérationnalisé. Je veux dire qu'il n'y a pas un plan d'action, des capex alloués, tout ça. Donc votre inquiétude avant de nous quitter, c'est effectivement le caractère opérationnel de décisions qui sont prises et qui ne sont pas forcément mises en application concrète? Oui, parce qu'il faut du temps pour faire ça. Il y a du greenwashing en un mot? Il y en a de partout. Mais je pense qu'en France, il y a une histoire dans l'obligation de reporting et de disclosure qui est lointaine. Donc, c'est mieux que dans d'autres pays. Mais il y a encore du travail à faire sur la fiabilité de la mesure. Ce baromètre à découvrir sur le site de l'IFA, Ethic Board, et sur le site de Chapter Zero France. Merci Monica de Virgilis d'être venue nous voir, présidente de Chapter Zero France, parce qu'on a compris que c'était une structure. Parce que c'est une famille de plein de chapters. Exactement, avec un baromètre qui est très intéressant parce que ça permet ensuite d'avoir un tableau de bord chaque année. Absolument. Et de pouvoir le suivre et d'observer l'évolution. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. L'émission est terminée, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la réaliser, Romain Luc à la réalisation, Saïd au son, et je remercie l'équipe de programmation, Alexis Mathieu aujourd'hui aux manettes que je remercie, et merci à vous pour vos messages et tous les messages que vous nous envoyez. À très très bientôt. Bye bye.